Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, je suis avec Franck Natier de la célèbre forêt nourricière. Peux-tu nous dire comment tu t'es intéressé à la permaculture et nous présenter la forêt nourricière? Alors, ça fait deux questions en une, là. Donc, comment j'en suis venu à la permaculture? Parce que depuis tout petit, je suis sensible à l'écologie. C'est des problèmes de santé en fait qui m'ont amené à essayer de changer mon alimentation, à vouloir manger bio dans les années 2000. Euh, et puis le fait que je voyais bien qu'il y avait un problème dans cette société de loisirs et de consommation. J'avais eu envie de me réautonomiser en fait. Et la permaculture, c'était vraiment le concept global parce que c'est pas une technique de jardinage, c'est une méthodologie de conception écologique qui prend en question les rapports humains, l'économie, l'argent, l'habitat, le jardin et la production, l'élevage, tout ça dans une vision complexe, holistique. Et quand je suis tombé dans les années 2000 sur les livres de Bill Mollison, ça m'a passionné. Et quand j'ai vu le pauvre dessin de jardin-forêt qu'il avait fait où c'était des tiges comme ça avec des demi-sphères, des triangles, des trucs en disant ça c'est les grands arbres, ça c'est les moyens. Puis il y avait une liste de plantes de François Coupland où il disait alors tu mets des acacias, tu peux manger les fleurs en beignet. Et on était surtout sur des plantes sauvages comestibles, quoi. Et je me suis dit, mais attends, mais moi je vais faire un beau dessin, une belle lisière de forêt, et puis je vais recenser tous les arbres fruitiers qui sont très grands, moyens, petits, les lianes, les couvre-sols. Et, euh, et donc j'ai commencé à écrire mon bouquin Permaculture en climat tempéré dans les années. Enfin, j'ai commencé à faire ces recherches et à faire ces dessins dans les années 2000. À l'époque, en France, on était 3 ou 4. Dans les jeunes, tu vois, de notre âge, il y avait Nicolas Pézeril, Nicolas et Marc et Eric Escoffier. Donc, quand on faisait les premières rencontres francophones de la permaculture, là, dans les années 2010, on était 3 souvent à intervenir. Il y avait Eric qui était du sud de la France, euh, Nicolas Pézeril qui était dans le Morvan. Donc, lui, il était plutôt climat froid, comme c'est Polzer. Et puis moi en gros, qui était parti du sud de la France pour aller en Bretagne. Donc, je m'intéressais un peu à tout le climat français, quoi. Et donc, j'ai écrit mon premier bouquin, Permaculture en climat tempéré. C'était en gros le cours que je faisais pour donner des cours de permaculture à Terre et Humanisme. Ça, en 2007, 2008, un truc comme ça, quoi. Et donc, voilà, ce qui m'a amené à la permaculture, c'est une envie de me réautonomiser, une envie de faire avancer le schmilblick, l'envie de faire ma part de colibri, tu vois. Je sentais vraiment que ce que j'étais en train de faire, à l'époque, tout le monde s'en foutait du jardin forêt. Enfin, il y avait personne qui... Je faisais des conférences dans les foires bio, mais personne connaissait. Déjà, le mot permaculture, il y avait quasiment personne qui connaissait. Et alors, concept de jardin forêt, quand je parlais de ça, ils disaient, mais moi, j'ai pas de forêt. Et je disais, non, mais attends, t'as pas besoin d'une forêt pour... t'as juste besoin d'un petit jardin et c'est de la culture multi-étagée. Et donc, voilà, ça m'a passionné. J'y suis allé à fond. Et puis j'ai monté la forêt nourricière, j'ai créé la forêt nourricière, qui était une association à la base, en 2011, inspiré par Steve Page, qui est un de mes premiers professeurs de permaculture. C'est lui le papa des jardins forêts en France. Je ne sais même pas ce qu'il devient, je ne sais même pas s'il est encore en vie. Il habitait dans le Limousin et c'était le premier à avoir fait un jardin forêt en France. En fait, c'est lui le premier. Et j'avais entendu une conférence de Ruth Stegasi dans une émission qui s'appelait Terre à Terre, je ne sais plus sur quelle radio, et qui était géniale. En fait, elle interviewait tout le temps des gens un peu farfelus. Et voilà, c'est comme ça que j'avais découvert le concept du jardin-forêt, que je me suis lancé à fond dedans, c'est en allant me former avec Steve Page. Peux-tu nous expliquer comment la forêt nourricière promeut la synergie humaine et végétale? Donc, comment je promeus la synergie humaine et végétale? Donc, déjà, ça fait à peu près 20 ans que je fais des recherches sur les associations botaniques. Je me passionnais des bouquins sur les cultures associées, mais je trouvais ça assez creux dans le fond. Et puis, des 3 quarts du temps, on ne parlait pas d'association de plantes vivaces. On parlait poireaux préfèrent les fraises, et la carotte aime la tomate. Ce qui, en fait, en plus, c'est des bêtises parce que ça marche pas, hein. Le poireau et les carottes qui repoussent la mouche du poireau, ça marche que dalle, quoi. Mais par contre, c'est est-ce que je peux mettre un artichaut au pied des arbres, est-ce qu'il va donner combien je peux mettre de lianes sur un pommier? Donc là, tu vois, tu as de la framboise grimpante, de la mûre, de la ronce, de la vigne et des chayotes. Et donc, voilà, à combien de distance, combien de mètres
je dois avoir pour qu'un artichaut il donne des belles têtes tous les ans, quoi. Parce qu'en fait, si tu les plantes trop près de l'arbre, si tu en mets trop, ben en fait, ça donne plus. Et donc, c'est comment faire des associations qui soient win-win entre les plantes, parce qu'on va bien comprendre leurs besoins. Parce qu'on va, j'ai créé un concept qui s'appelle la phytosociologie des plantes alimentaires, où en gros, tu as 5 partenariats. Des partenariats morphologiques, où tu vas respecter la morphologie des plantes. Des partenariats alimentaires, elles vont toutes avoir besoin de nutriments, et des fois, elles vont se compléter. Certaines fixent l'azote, d'autres montent la potasse, comme l'artichaut, par exemple. On va avoir des partenariats chimiques, donc certaines vont avoir une allélopathie qui va être plus ou moins prolifique pour les voisines. Par exemple, la sauge, ça va rendre tes vignes et tes cassisquiers plus résistants à l'oïdium. On va avoir des partenariats sociologiques, c'est la petite plante qui va bien, qui va attirer le petit insecte qui vient parasiter le parasite de tes fruits. Donc créer des niches écologiques, en fait, comment essayer d'augmenter la chaîne alimentaire, la chaîne trophique, pour qu'elle soit plus résiliente et qu'on ait moins de dégâts sur les fruits. Et les derniers, c'est des partenariats sexuels. C'est comment est-ce que ce péché-là, est-ce qu'il a besoin d'un partenaire sexuel? Non, c'est auto-fertile. Ce pommier, là, c'est reine des rainettes. Est-ce qu'il a besoin d'un partenaire sexuel? Il est partiellement auto-fertile. Par contre, juste derrière, la rainette du Mans, c'est auto-stérile. Et donc, est-ce que ça match sexuellement? Est-ce qu'ils ont bien une floraison qui tombe en même temps, parce que c'est pas le tout que ce soit ça match sexuellement entre eux, mais que c'est décalé d'un mois là. Donc, il faut que les floraisons soient en même temps, et en même temps qu'il y ait une bonne compatibilité génétique. Ou les kiwis, par exemple, combien de mâles on met pour les kiwis, et est-ce qu'il y a besoin de mettre des mâles? Oui, c'est fondamental. Par contre, on va le voir, moi j'ai une astuce, j'ai pas de kiwi mâle ici dans le jardin forêt, j'ai que 2 kiwis femelles. Et je vais juste taxer des branches mâles à ma voisine et je les fous dans un seau, comme ça me fait des fleurs, et chaque année j'ai plein de kiwis et j'ai pas un kiwi mâle qui m'envahit tout le jardin et que je dois tailler pour rien, parce que les mâles du coup donnent rien. Donc voilà un petit peu le concept de phytosociologie des plantes alimentaires, c'est d'essayer de comprendre un petit peu tous les besoins fondamentaux des plantes pour pouvoir les associer et que ça fasse des associations qui soient plutôt gagnant-gagnant, plutôt que des associations compétitives où l'une va faire crever l'autre, quoi. Et après, au niveau de la synergie dans les rapports humains, c'est un petit peu pareil. Je me suis aperçu que les êtres humains, on avait tous des valeurs, des besoins fondamentaux qui étaient comme les plantes. Elles ont besoin d'air, d'eau, de soleil, mais pas en proportion les mêmes. Tu vois, l'œil des ours, il aime bien l'ombre, il aime bien l'humidité. Le thym, le romarin, ça aime bien le soleil et la sécheresse. Et quand tu essayes de les faire cohabiter, c'est juste le merdier, quoi. Et je me suis rendu compte, j'ai fait des années que je fais de la psychothérapie, parce que je viens de la banlieue parisienne, j'étais quelqu'un d'extrêmement violent. Je faisais des sports de combat et puis vraiment, je me battais tout le temps quand j'étais ado. Et à un moment, j'ai réalisé, mais en fait, je suis malade, là, il faut que j'aille me guérir. Et j'ai commencé à me former à la communication non violente et avec un formateur qui était psychothérapeute et qui pratiquait la méthode de Daniel Morin sur la guérison des blessures intérieures. Donc ça, c'est pareil, c'est dans les années 2000 que j'ai commencé ça, 2003, 2004. Et puis après, j'ai fait la méthode écoute ton corps de Lise Bourbeau avec les 5 blessures. J'ai commencé à me former à l'IFS, l'Internal Family System. Et puis j'ai créé un jeu qui s'appelle Guérir, qui regroupe un peu toutes les méthodes de la communication transformative, la communication non violente, l'IFS, l'approche de Lise Bourbeau, sur lequel je suis allé beaucoup plus loin, parce que moi, dans mon jeu, il y a 12 blessures intérieures. Elle parle de 5. Et donc, du coup, voilà, ça fait des années que je planche sur la médiation, la gestion de conflits, la guérison des blessures intérieures, les outils de collaboration collective pour faire des projets qui soient pérennes. Donc, tu vois, je peux faire le parallèle. En fait, c'est des équipes gagnantes d'êtres humains qui sont juste à la bonne distance et qui sont complémentaires, et des équipes de plantes, des guildes de plantes qui sont complémentaires en fonction du biotope, en fonction de la direction dans lequel on va, quoi. Donc là, par exemple, si j'illustre, là, on a un pêcher qui d'ailleurs a poussé tout seul, hein, auquel, au pied, j'ai mis de la sarriette des montagnes. Donc ça, c'est un bon couvre-sol tapissant comme l'origan, c'est une plante qui est assez dense, qui peut se friter avec l'herbe. Et donc là, on est côté sud du pêcher, et côté nord, j'ai mis un artichaut. Et là, si on va à cette guilde-là, ça, c'est une casseille. Donc, c'est un hybride entre le cassis et la groseille à maquereau. Ça, c'est une framboise mûre. C'est un hybride entre la framboise et la mûre. Et c'est une variété qui est un peu unique, en fait,
qui date des années 50, alors que les frambois mûrs, elles sont arrivées dans les années 70. Donc c'est marrant, c'est une stagiaire qui m'a fait découvrir cette plante qui poussait chez ses grands-parents. Et donc c'est une autre variété de frambois mûrs que la Thaï-Berry, quoi, en gros. Donc ça, c'est la partie liane. Derrière, on voit de l'ail éléphant et de l'oignon patate. Et au pied, là, on voit de l'origan jaune et des ocas du Pérou. Et donc, je fais des tests comme ça, un petit peu partout. J'essaye de voir, de densifier. Je les mets trop serrés pour voir. Est-ce que ça produit quand même des fruits? Ah non, ça produit pas de fruits. Tu vois, par exemple, autour de cette guilde, j'ai planté 3 artichauts, ça n'a pas pris. Si on peut aller voir. Ils ont végété. Il y en a un qui a survécu pendant plusieurs années. Mais bon, voilà, ça n'a pas pris. Par contre, la ronce, donc ça, c'est un mirabellier. Par contre, la vigne, les framboisiers grimpants, ça a bien tenu. Dans l'ensemble, il y avait de la mélisse. Ah bah tiens, voici, elle est encore là, la mélisse derrière. Et bon, outre le fait que mon arbre me fait des drageons, me fait des rejets du pied, dans l'ensemble, une bonne partie des plantes que j'avais mis a survécu. Il y avait une chayotte aussi, mais elle est morte l'année dernière. Et donc voilà, le genre de test que je fais. Donc viens voir, on va aller par là. Là, tu vois, ça c'est du poireau vivace, ça c'est de l'ail éléphant, ça c'est des fèves. Et donc les fèves, elles vont fixer l'azote de l'air. Et l'ail éléphant et l'oignon patate, ils vont donner du soufre. Là, on voit de la ciboule de Chine. Ça, c'est encore une casseille. Il y a une vigne qu'on voit qui pousse vraiment au pied. Je l'ai mis vraiment au pied de l'arbre pour voir. Souvent, je les mets un peu plus loin, les vignes. Et donc, là, la vigne, en gros, elle grimpe dans l'arbre et je la fais courir sur un fil. Je la fais s'éloigner de l'arbre. Que je me suis rendu compte que ça avait aucune utilité de faire grimper les vignes dans les arbres, malgré ça qu'on conseille dans tous les bouquins sur le jardin forêt et la permaculture. En fait, c'est impossible à tailler. Donc moi, je le fais en fait pour montrer aux gens qu'il faut pas le faire. Tu vois, je fais volontairement les conneries. J'aime bien rater jovialement. Et si on me dit un truc, faut pas le faire, et que j'ai pas compris pourquoi, je le fais pour comprendre pourquoi. Et puis, donc autant, tu vois, ça peut avoir un intérêt quand tu as un tout petit jardin, tu as 50-100 mètres carrés. Là, ouais, tu vas densifier et puis tu vas la contrôler, ta vigne. Tu vas l'empêcher de grimper dans l'arbre. Tu vas lui dire, tu restes là, mais tu as le temps, tu as 100 mètres carrés. Quand tu commences à avoir 2000 mètres carrés et que tu t'amuses à faire grimper des trucs dans les vignes, elles poussent. Toi, tu vas pas les tailler. Et du coup, elles grimpent en haut de l'arbre. Tu as moins de raisins, du plus petit, impossible à récolter. Tu augmentes les maladies sur l'arbre. Tu vas augmenter la tavelure, le monilia parce qu'il y a plus d'humidité et plus d'ombre. Donc, tu fais chuter le rendement des fruits. Ça les rend plus malades. Ta vigne est impossible à récolter. C'est juste une connerie de faire grimper la vigne dans les arbres. Pourtant, ils disent ça dans tous leurs bouquins. Là, Martin Crawford et tous, ils ont tous tendance à conseiller de faire ça. Moi, je conseille vraiment pas. Et le pire, c'est le kiwi. Voilà, le kiwi, il va carrément tout étouffer. Donc moi ici, il était déjà planté dans le jardin forêt. On va aller le voir. Il était déjà planté dans le jardin forêt. Moi, jamais j'aurais fait ça. En plus, ils les ont plantés au milieu des arbres. Tu vois, tu as des pêchers et un prunier de l'autre côté. Et donc du coup, c'était pas vraiment judicieux d'avoir fait ça. Moi, je l'aurais pas fait, mais bon. Comme d'ailleurs, j'aurais pas planté non plus tout un jardin forêt dans une bâche. Il y avait une bâche et je suis arrivé, j'ai fait waouh, mais c'est génial pour l'entretien en fait. Et les arbres là, ils ont quasiment 20 ans. Donc c'est pas le sol est pas mort en dessous, tu vois, on voit bien que. Donc là, dans cette association, avec le kiwi, je l'associe à de la vigne, je l'associe à des framboisiers grimpants et des ronces sans épines. Au pied, je mets de l'ail des ours. Donc côté nord, je mets de l'ail des ours. Côté sud, je mets des fraisiers, des aliacées. Et comme couvre-sol général, là, on le voit, c'est de la mâche, la valériane fou. Et donc c'est de la doucette sauvage, quoi. Et donc chaque année, elle repousse, elle regraine et elle fait sa vie, quoi. L'ail des ours, lui, il va disparaître le mois prochain, là. Il aura fait toutes ces petites graines. Et donc les graines, je vais les reprendre, je vais les étaler à d'autres endroits dans le jardin forêt. Et donc voilà, ça fait des associations, ça marche bien chaque année, ça pousse, j'ai rien à faire. J'ai juste à désherber quelques plantes qui vont me gêner. Donc par exemple, là, j'ai de la lampsane. Ça, c'est comestible, la lampsane. Mais si je la laisse, elle va m'envahir tout et à la fin, il y aura plus que de la lampsane. Donc celle-là, je vais les virer. Et d'ailleurs, ça se mange en salade. C'est pas super bon, c'est un peu amer, mais enfin, ça a une légère amertume.
Donc, par rapport à l'habitude qu'on a de manger des salades, c'est pas forcément top des salades, mais bon, ça va, ça se mange. Et donc du coup, voilà, donc l'entretien est quand même assez succinct, quoi. Il n'y a pas de. Et alors là, mon kiwi là, donc ça c'est un kiwi femelle, et plutôt que de mettre un mâle, ce que je fais, c'est que je vais demander à ma voisine qui est à moins d'un kilomètre là, je lui ai demandé, je pourrais vous couper chaque année des branches de kiwi mâle? Elle me fait, ah oui, oui, de toute manière, il est envahissant. Donc chaque année, je vais couper un bouquet comme ça de branches. Et, et donc on voit les fleurs là qui vont s'ouvrir et qui vont venir me polliniser. Donc chaque abeille qui sera passée sur ces fleurs, toutes les autres fleurs sur lesquelles elle va passer, elle va mettre le pollen mâle. Et là, l'association, en fait, les kiwis, c'est assez fragile, en fait. Il suffit qu'il y ait des fortes chaleurs, qu'il y ait du soleil, hop, tout le feuillage, il crame, il devient argenté. Et surtout s'il y a du vent. Donc c'est une plante qui est quand même relativement fragile. Et là, le fait de l'associer à la vigne, à la ronce, aux framboisiers grimpants, ça fait que toutes les feuilles qui vont être un peu dans l'ombre des autres, quoi, c'est celles qui seront protégées quand j'aurai un gros coup de chaud en juin, juillet, quoi. Et alors, tiens, truc intéressant, si jamais tu veux produire du kiwi, quand tu fais de la pépinière, attends, je vais en prendre une qui a raciné. Bah non, elles sont encore trop jeunes, là, elles ont pas, je les ai mis le mois dernier. Et là, en fait, si tu regardes, ici, tu vois la peau, elle se craquelle, en fait. Et de là, il va y avoir des racines. Bah tiens, il y en a une qui commence à sortir. De là, il va y avoir des racines qui vont sortir. Et en fait, faire des boutures de kiwi, tu as juste à les tailler, tu fous tout dans de l'eau. Et puis, on va dire, sur une cinquantaine, tu vas en avoir une vingtaine qui vont te faire des racines. Et ça te permet de produire des kiwis facilement sans te faire chier, quoi. Enfin, faire des boutures, on appelle ça des boutures à l'eau, quoi. Et donc, du coup, je vais avoir des boutures à l'eau de mâle, vu que je m'en sers pour. En fait, c'est en faisant cette astuce que j'avais découvert que ça bouture très bien comme ça, et beaucoup mieux que dans de la terre, en fait. Parce que dans la terre, il faut que tu arroses, tu oublies d'arroser un tout petit peu, ça, c'est foutu. Alors que là, voilà, tu as juste à remplir le seau quand. Donc, voilà, autrement, tiens, ça c'est. Donc là, toute cette partie-là, c'est là où je produis les légumes. Donc, je vais associer les tomates avec, au pied des tomates, là, il y a des fèves, des aliacées. Je vais mettre voilà, des betteraves, des céleris. Donc, tout va pousser en association. Et je fais tout grimper dans du grillage. Comme ça, du coup, c'est facile. Les tomates, au fur et à mesure qu'elles poussent, j'ai juste à les passer d'un côté du grillage et de l'autre. Donc là, la tomate, elle va pousser là. La semaine d'après, je la ferai passer de l'autre côté. Et là, les tomates, les plants de tomates, je les espace un peu, je les mets à peu près à 1,20 m de distance, de sorte qu'ils aient bien de la place et que chaque gourmand, que j'ai pas à tailler les gourmands en fait. Je vais tresser les gourmands au fur et à mesure que ça pousse. Et donc, du coup, avec un plant de tomates, finalement, en fin de saison, il peut se retrouver à avoir une grande envergure. Souvent, tu vois, on les plantait à 50-60 cm de distance. J'ai remarqué que c'était pas judicieux parce qu'après, tu es obligé de tailler les gourmands, quoi. Donc là, ça, c'est une association que j'avais fait sur la base de maïs, haricots, courges. Donc là, j'ai tout planté dans une bâche aussi. Alors, il y en a qui vont me dire, oh là là, c'est du plastique, c'est pas de la permaculture. Mais en fait, dans la permaculture, il n'y a rien qui te dit que tu n'as pas le droit d'utiliser de plastique. Et il n'y a rien non plus qui te dit que tu n'as pas le droit d'utiliser de tracteur. Mais si je mettais de la paille, non seulement ça ne marcherait pas, parce que la paille, ça n'empêche pas l'herbe de pousser. En plus de ça, c'est fait avec des tracteurs aussi, la paille. C'est fait avec du pétrole. Et il faut en remettre chaque année. Et en général, les agriculteurs bio, ils ne te la donnent pas, la paille. Ils la vendent même pas, ils la gardent pour eux, parce que c'est dans la logique, en fait, de laisser les trucs au sol. Donc, en gros, si tu trouves de la paille, c'est forcément de la paille pétrochimique, quoi. Donc, écologiquement parlant, mettre de la paille, c'est pas du tout écologique, dans le fond, si tu y réfléchis. Et là, ces bâches, bon, celles-là, je les avais achetées il y a 8 ou 9 ans, mais j'en ai qui ont plus de 25 ans, en fait. Et ça résiste très bien aux UV. Et donc, l'association, là, c'est des patates, c'est-à-dire ça, c'est de la patate noire, des patates. Au milieu, c'est de la poire de terre. C'est ça qui fait ces grandes tiges. Là, ça va monter à 2 mètres, 2,50 m. Et sur le pourtour, je mets des patates douces. Donc, en gros, je vais avoir la plante qui correspond au maïs, là, tu sais, dans la milpa, la maïs, haricots, courges. D'ailleurs, c'est une association que j'ai fait pendant des années. Ça n'a jamais marché. C'est vraiment une galère.
ton maïs, il pousse jamais assez vite. Il y a toujours un des trois qui marche pas. Et en plus de ça, il faut mettre des haricots secs parce que si tu devais récolter tes haricots en marchant sur tes courges, il y a un truc qui est pas bien réfléchi, quoi. Et vu que les haricots secs, on n'en mange pas beaucoup, c'est plutôt les haricots verts qu'on fait, les haricots, enfin bref. Et donc du coup, en fait, la plante qui va correspondre au maïs, c'est la poire de terre qui va monter très haute. Et en couvre-sol, patates et patates douces. Et là, sur une plate-bande comme ça, je peux arriver à sortir presque 100 kilos de racines, en fait, ça fait 8 mètres de long, quoi. Ça m'est déjà arrivé là de sortir sur cette poire de terre là. Cette année, on a sorti 11 kilos de poire de terre sur un plant, quoi. Donc il n'y a pas toujours 11 kilos, mais en moyenne, ça va être entre 7 et 12 kilos, quoi, par plant. Et donc voilà un petit peu à quoi je m'amuse. Là, ça, c'en est une autre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube là, le mois dernier sur celle-là. Donc ça, j'avais testé ça l'année dernière. J'ai planté des framboisiers. C'est une variété de framboises géantes. C'est, il y a, je sais plus si c'est Johanji ou Sumo 2. Et donc du coup, j'ai fait des tests d'association. Alors, j'aime pas marcher sur les plates-bandes, mais je vais le faire. Là, on voit la coriandre vivace Lutunia cordata. Donc ça, c'est une coriandre qui a un goût de mandarine. Là, on voit de l'ail des ours et de l'ail éléphant. Celui-là, là. Là, hop, un peu plus loin, il me semble que j'ai une menthe. Ouais, ça, c'est la menthe chocolat. Je sais pas si tu la connais, mais tu vas voir, c'est la menthe qui a le plus de menthol. Ouais, là, c'est très prononcé, quoi. Menthe Hollywood chewing gum, quoi, tu vois. Et ça, quand tu veux en faire des sirops de menthe ou quoi, tu vois, tu mets juste de la menthe comme ça dans une bouteille avec du sucre. Donc, tu fais ton sirop, tu laisses juste tremper dedans, en fait. Le sucre fait que ça va bien se garder, quoi. Et tu as un sirop de menthe, mais tu vois, qui te glace la tuyauterie. On le sent bien. Tu le sens, là. Ouais, il y a un taux de menthol assez ahurissant dans cette. Et donc, là, on est au pied d'un brugnonnier. Donc ça, brugnonnier, c'est la strate arbre. Ça, c'est la strate buisson. Et il y a un framboisier grimpant. Et je sais pas où il est. Il est là. Non, c'est pas celui-là. Qui est juste derrière. C'est ça. Enfin, on le voit grimper dans l'arbre, quoi. Et donc, du coup, on a la partie couvre-sol, la partie arbre, la partie liane. Et donc voilà, et je fais des tests et je sais pas si ça va marcher. Donc là, il se trouve que ça marche. Et moi, c'est ça que j'aimais bien, c'était montrer les résultats, en fait, et dire voilà, ça a pas marché, ça a marché. Parce que très souvent, en fait, tu vois sur YouTube, il y a plein de YouTubeurs en fait qui montrent les conneries qu'ils sont en train de faire, mais ils te montrent pas le résultat. Et des fois, c'est l'année d'après qu'ils vont te dire ah, tu sais, le truc que je t'ai fait faire l'année dernière, c'est une connerie. Et moi, ça me faisait chier de faire ça. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup publié de vidéos parce qu'à chaque fois, j'attendais les résultats. Et puis après, je me retrouve avec trop de rush et je sais plus quoi monter. Et puis, ça me prend trop de temps. Mais quasiment toutes mes vidéos YouTube, je montre souvent des retours d'expérience, quoi, des associations que j'ai fait. Et donc, c'est assez génial, en fait, parce que je m'amuse comme un gamin à faire ça. J'aurais jamais cru que je pourrais vivre de la vente de mes livres, de mes formations. C'est une vraie utopie, tu vois. Finalement, je fais ma passion. Je m'amuse comme un gamin et on me paye pour venir m'écouter ou pour acheter mes bouquins. Donc, la vie peut être bien faite des fois quand même. Quand on y pense, c'est tous les trucs sur la loi d'attraction de tout ça là. Et tu peux créer ta vie comme moi je peux constater par la force des choses que ouais, ça marche pour certains. Comment fais-tu pour produire autant de fruits et légumes au mètre carré? Alors déjà, c'est important pour moi de dire, c'est pas au mètre carré tout court, c'est au mètre carré cultivé. Parce qu'en fait, je vais cultiver 1 mètre carré, donc là, ça fait 1,20 m sur 1,20 m, donc on va avoir moins d'1,50 m carré. Mais par contre, l'arbre, là, lui, il va sur 7-8 mètres carrés. La chayotte que j'ai mis, elle va grimper, elle va aller jusque dans le prunier là-haut. Et donc, du coup, quand je vais récolter ma chayotte, que je vais récolter 10-15 kilos de chayotte, elle pousse sur beaucoup plus que 1 mètre carré, la chayotte. Mais dans 1 mètre carré, j'ai réussi à rentrer toutes ces plantes, quoi. Donc là, au pied de mon poirier, là, ce qu'on voit, c'est de l'ail éléphant d'Orient. Ça, c'est une blette. Je vais souvent mettre des betteraves. Là, je les ai pas encore plantées cette année.
Donc il y a une chayotte, je vais souvent mettre un plant de tomate qu'on voit encore de l'année dernière, et donc il va grimper quasiment jusqu'en haut de l'arbre. Je vais mettre du cyclantaire, tout ça vous pouvez le voir sur YouTube, hein, si vous allez sur ma chaîne. Je montrais, ça c'est en octobre de l'année dernière que j'ai montré un peu les résultats. Vous voyez des cornichons sauteurs, du cyclantaire énorme. Et donc quand je cumule les poires, il va peut-être me faire une quinzaine de kilos de poires, peut-être 20 kilos de poires, plus la chayotte qui va me faire une quinzaine de kilos, plus les blettes, plus comment l'ail éléphant, plus la poire de terre, parce qu'il y a une poire de terre aussi. Là, on ne la voit pas, elle n'est pas encore sortie, c'est pas encore la période. Ça va sortir à partir du mois de juin, quoi. Fin mai, juin, que ça commence à sortir de sol. Là, il y a des crônes du Japon. Et donc, quand je fais le cumul de tout ce que j'ai récolté sur 2 mètres carrés, là, tu vois, en allant jusque-là, tu vois, ça fait 1,80 m sur 1,20 m. Donc, à peine 2 mètres carrés, j'ai sorti plus de 50 kilos de légumes. Donc, en gros, ça faisait plus de 25 kilos au mètre carré cultivé. Et donc, c'est assez facile parce que, en gros, on n'a pas beaucoup d'entretien. Il y a un endroit où j'arrose. Tu vois, normalement, si j'avais mis des tomates et du cyclantaire dans le jardin en plein soleil, il faudrait que j'arrose. Mais tout ce qui n'est pas bu par la plante, ça se barre, ça s'infiltre. Là, c'est lui qui le récupère. Et en arboriculture, si tu veux augmenter les rendements et avoir des belles poires, en général, ils arrosent. Donc là, du coup, tout le monde profite du mulch, tout le monde profite du caca de mes poules, tout le monde profite de l'arrosage. Et moi, j'ai une toute petite surface d'entretien, en fait, et de culture pour finalement des bons résultats au niveau de... Donc après, j'ai pas ce niveau de rendement dans tous les coins du jardin forêt, quoi. Mais c'est ça que j'aime bien faire. Sur la façade de ma maison, là, sur une bande, elle fait 60 cm de long, 30 cm. Dedans, j'ai planté une vigne, j'ai planté une chayotte, j'ai planté du cyclantaire, j'ai planté de l'ail éléphant, du cerfeuil musqué qu'on voit là. Et pareil, j'ai dû sortir quasiment 50 kilos entre la vigne, les chayottes et tout ce que ça a donné. J'ai sorti quasiment, je sais plus, 45 kilos. Et donc là, du coup, on est à 45 kilos à moins d'1 mètre carré, en fait. Et tout ça, en plus, ça me fait de l'ombre sur ma maison en été. Donc, tu te dis, bon, pourquoi on fait pas tout ça, quoi? Tout simplement parce qu'on a peur de se planter, en fait. On a tellement une culture de l'échec, de la terreur de l'échec, de t'as raté. Une erreur, c'est pas une erreur. T'as appris à marcher en te cassant la gueule. Donc, te casser la gueule n'est pas du tout une erreur. Ça fait partie du programme, quoi. Et à partir du moment où tu fais ça jovialement, comme un môme, bon, mais il se pète la tronche, et il se relève, il a le sourire, tu vois. À moins qu'il soit cassé une dent ou qu'il soit vraiment fait mal. Et 3 quarts du temps, il s'amuse à faire des tests et à se planter, quoi. J'aime bien cette expression, c'est qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. Et donc, du coup, je sais que moi, on m'avait dit, ça peut pas pousser au-dessus et en dessous. Tu dois choisir. Soit tu fais des arbres, soit tu fais des légumes. Et moi, je suis assez d'accord. Dans certains contextes, ça va pas marcher. Dans certains contextes, ça marche très bien. Et ce qu'il faut, c'est tester et rater, en fait. Parce que là, par exemple, les courges, j'ai déjà observé, les courges, faire grimper des potirons, des potimarrons dedans, à la fin, ça envahit tout l'arbre, et puis des fois, j'ai un potimarron. Donc là, bon, et en plus, ça pousse pas tout seul. Ça grimpe pas tout seul, c'est à moi d'aller le tresser. J'ai testé aussi des patates douces. J'ai fait grimper des patates douces dans le poirier. Et dans le fond, c'était quand même pas mal de temps d'aller tresser parce que ça aussi, ça s'en mêle pas tout seul. Et ça m'a fait une patate douce qui était comme ça. Donc, je me suis dit, pas un intérêt notoire. Je retesterai l'année prochaine pour voir. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres associations qui étaient vachement plus productives, quoi. Et donc, d'année en année, moi, au départ, tous mes bouquins, j'en ai écrit 6 en tout, c'était des supports de cours, en fait, que je mettais à jour presque tous les ans. C'est un mode d'édition qui n'existe pas, en fait, de mettre à jour un bouquin tous les ans, c'est juste pas. Et vu que je les tirais par 100 exemplaires ou 200 exemplaires, je les écoulais au fur et à mesure. Donc, je me retrouvais pas avec du stock, alors qu'une maison d'édition, en moyenne, ils écrivent les bouquins, ils les impriment par 3000 ou 4000, quoi. Donc, du coup, il faut les écouler, les 4000. Et donc, moi, vu que c'était un mode d'édition qui était juste, j'améliorais mon support de cours, quoi. Du coup, c'est des bouquins qui sont un peu uniques, où tu as quasiment 20 ans d'expérience qui sont compilés avec les essais-erreurs. Et au bout d'un certain temps,
je me suis entouré de gens plus compétents que moi, parce que moi, je te fais une faute d'orthographe par mot, hein, des fois 2. Donc, des gens qui se sont mis à me corriger mes bouquins, à les mettre en page. Et, euh, et j'en ai écrit un pour Larousse, où vous pourrez voir des associations là, dont je vous parle dans le jardin-forêt, qui sont dans le bouquin que j'ai écrit pour Larousse. Quel est le processus de création du jardin-forêt tel que tu le conçois? Est-ce que tu commences par planter les grands arbres, puis les plus petits, et ainsi de suite, ou alors est-ce que tu as une autre méthode? Ah non, ça fait aussi partie de tes trucs que je démonte en fait. En fait, en gros, je dis à peu près l'inverse de ce que vous trouverez dans les bouquins de Martin Crawford. Collectionnez pas les trucs farfelus, goûtez-les avant de les foutre dans votre jardin, parce que sinon vous allez mettre des trucs envahissants, ou des trucs qui pousseront pas, ou des trucs qui seront insipides, et vous aurez gaspillé votre temps, votre argent. Donc allez visiter en fait, allez voir ceux qui ont déjà de l'expérience, allez goûter chez eux, allez dans des parcs botaniques pour goûter des Cudrania, Trichus pitata et autres machins, tu sais, des espèces de litchi, mais en fait tu le goûtes, c'est dégueulasse en fait. Tu dis merde, putain. En plus ça met 10 ans avant de donner des fruits, tu sais, les araucarias, les trucs, ça va mettre 50 ans avant de faire des pommes de pin, et quand tu les goûtes pour la première fois, tiens, je vais goûter ça chez vous, c'est chez les Belges au parc de Soignes, je crois, où il y a plein de grands araucarias, il y avait une tempête, c'était en 2012, 2013, un truc comme ça, où j'ai pu goûter pour la première fois ces pignons de pin. C'est dégueulasse, c'est amer, c'est âpre, et ça laisse la sensation que tu as été chez le dentiste, tu sais, tu sens plus ta langue et tout ça pour ça. Donc voilà, surtout collectionnez pas tous ces trucs, allez voir des collectionneurs, à moins que vous soyez comme moi, que vous soyez chercheur, là ça peut avoir le coup de dire, pour montrer aux gens, tu vois, ça c'est une merde, ça tu ne mets pas chez toi. Et tu le montes à l'épreuve, quoi. Donc, tu sais, si tu veux, je pourrais te montrer l'oseille sanguine. Là, tu as ça dans tous les bouquins. C'est dégueulasse, c'est hyper envahissant. Enfin, c'est dégueulasse. Bon, il y en a qui aiment bien les trucs âpres et avec une texture de carton, tu vois. Tous les goûts sont dans la nature. Hein, mais bon, moi, je m'aperçois que la majorité du temps, ils vont trouver ça dégueulasse. Donc, ouais, il y a ça. Il y a mettre des arbres fixateurs d'azote. Ils ont tous des fruits quasiment inintéressants, que ce soit les élagnus, les argousiers, c'est impossible à récolter. Alors, on va te dire, tu sais, ces petites boules oranges, là. Parce que c'est épineux le truc, tu te fous des épines dans les mains, t'es obligé de couper les branches, de les congeler, et tout ça pour avoir un truc qui a un peu un goût de vomi acide. Bon, alors on va dire oui, mais c'est très riche en vitamine C. Oui, mais les framboises aussi, et si je veux les manger en hiver, j'ai juste à faire des cures de fruits, à les faire sécher, et vu que c'est cru, du coup, tu regardes toutes les vitamines, et il n'y a pas besoin d'avoir des argousiers pour avoir des vitamines en hiver, quoi. Donc ça, l'exemple, ça c'est Elagnus multiflora, donc c'est le gumi du Japon. Non, je dis des bêtises. Le chef d'automne, une Umbellata? Quoi? C'est l'umbellata. Umbellata, ouais. Où les fruits n'ont aucun intérêt en fait. Ça arrive à un moment où j'ai de la reine Claude ou des mirabelles de Metz et de Nancy, il reste encore des framboises sur les framboisiers les plus tardifs comme une Botop. Enfin franchement, c'est les derniers fruits. J'ai plein d'autres trucs 10 fois meilleurs à manger, quoi. Donc voilà, la collectionnite, c'est pas une bonne idée. Planter les arbres en premier, c'est pas du tout une bonne idée, à moins que tu sois un bon designer, que tu es sûr de pas faire de conneries. Parce qu'en fait, tes framboisiers, tout ça, tu pourras tout déplacer dans 3-4 ans si tu t'es gouré. Tu peux te dire, bon, tant pis, ton arbre, c'est foutu. Et vu que tu l'as planté en premier, parce que ça va mettre 4 ou 5 ans à donner des fruits, et qu'en fait, tu n'y connais rien, donc du coup, tu te fous une pression de dingue pour faire ton design, tu te précipites à faire un design de merde, et après, tu passes 20 ans à faire, ouais, bon, bah ça, oui, ça s'est planté trop serré, ça, c'est le porte-greffe, j'avais pas bien calculé, parce que j'avais pas le recul, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'aurais tendance à vous dire, faites de petits fruits, faites des légumes, commencez à concevoir le jardin et plantez les arbres sur 3-4 ans. Quand vous plantez un arbre, c'est que vous êtes sûr, vous dites, là, je suis sûr que je suis pas en train de faire une connerie. Donc, par exemple, les grands au nord, les petits au sud. Et donc, quand tu as le mur nord, tu as des vents à briser, tu mets des châtaigniers, tu mets des noyers, tu les espaces à peu près bien. Tu te dis, bon, là, je pense que je vais pas trop faire de conneries, tu vois. Par contre, quand tu sais pas trop et que tu as juste une espèce de pression, tu sais, d'un espèce d'inquisiteur qui te dit, Franck, avec tous les arbres que tu as coupés dans ta vie, il faut que tu en plantes au moins 200 pour qu'on pense. Donc, tu plantes et tu fais connerie sur connerie. Et ça, c'est dingue, c'est que dans tous les bouquins de permaculture, enfin, spécialisés jardin-forêt, quoi, ils disent tous de faire ça. D'ailleurs, Martin Crawford et, comment il s'appelait, Robert Hart, eux, pour eux, la strate 1, c'était la canopée. Alors que dans le développement forestier, la canopée, c'est la dernière, en fait, c'est ce qui arrive en dernier.
Donc, du coup, moi, j'étais plutôt sur la phytosociologie avec Gérard Ducerf, c'est un de mes profs de botanique. Et quand j'ai appris le développement forestier pour aller vers la forêt, je me suis dit, ah ben moi, les 7 strates, d'ailleurs, dans mes bouquins, il y en a 9 des strates. Les 9 strates, je vais les mettre du sous-sol jusqu'à la canopée, mais dans l'ordre du développement forestier, dans un ordre logique, quoi. Donc voilà, j'aurais tendance à vous dire, bah, vous précipitez pas, formez-vous, achetez plusieurs bouquins, confrontez les trucs, faites-vous un regard critique, quoi, et vous précipitez pas. Et la première des choses que je vous dirais de faire, c'est faites-vous une petite pépinière, produisez vos plantes pour faire des tests. Tiens, si tu veux, on va y aller dans la pépinière. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à rater jovialement et que surtout, ça m'a pas coûté très cher. Parce qu'autrement, ces plantes, elles valent vachement cher, quoi. Donc, quand tu achètes ton premier oignon de Catavisa, l'oignon égyptien, truc, tu le payes 3 ou 4 euros, hop, tu le fous et les limaces te le bouffent. Et tu viens juste de foutre 4 euros à la poubelle. Alors qu'en fait, tu achètes un oignon égyptien, tu le fous dans un gros pot, tu le laisses faire ses bulbilles, tu les multiplies, et quand tu commences à en mettre dans le jardin, c'est parce que tu en as 50 ou 60. Et comme ça, tu es sûr que tu gardes toujours ton plan mer. Et tu vois, quand tu achètes des artichauts, ça vaut 7 balles les artichauts. Tu achètes des graines d'artichauts, ça vaut 4 euros, tu en as 50 dedans. Fais des semis d'artichauts, en fait. J'ai jamais compris pourquoi ils vendaient les artichauts super chers. Parce qu'en fait, c'est pas plus difficile à faire pousser qu'une courge, en fait. Tu vois, tu prends un pot, tu mets une graine dedans, tu attends que ça pousse. Et c'est juste que vu que c'est une plante vivace, on va te la vendre 5 fois le prix, quoi. Donc voilà, moi j'aurais tendance à vous dire, faites-vous une petite pépinière, commencez à vous habituer aux plantes, à les connaître. Vous allez voir, en fait, simplement, il y a plein d'associations que j'ai fait en m'apercevant de la fragilité des plantes et de leurs besoins. Donc quand je m'apercevais que l'autre, j'avais à peine oublié de l'arroser, qu'elle était comme ça, je me suis dit, bon, elle, là, dans un sol sec et dur, ça va pas passer, quoi. Par contre, l'autre, ça fait 3 semaines, j'ai pas arrosé, elle est toujours vaillante. Je me dis, bon, ça a l'air costaud, je vais tester de le mettre là, quoi. Donc voilà, moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est faites-vous un petit coin de pépinière, commencez à produire vos plantes, vous vous amuserez autant, et puis vous allez pouvoir multiplier vos fraisiers, vos framboisiers. Bon, les framboisiers, autant les multiplier directement dans le sol, récupérer des boutures de racines. Mais donc, ouais, ça, c'est un gain de temps. Tiens, ben, si tu veux, on va aller voir les tomates. Chaque année, je fais des tomates. Et donc, je vais faire partir quelques plants. Alors, vous voyez, ça, c'était un ancien KGB. J'ai juste fait que retirer le fibrociment et puis foutre des tôles. Et donc, du coup, ça me met une petite serre qui pas hors gel. En hiver, si gèle dehors, ça va peut-être descendre à 0 dedans. Mais par contre, ça va me permettre de commencer à faire des semis de tomates à partir du mois de février. Ces tomates, elles vont me faire des gourmands. Donc pour les premières que j'ai fait, elles vont me faire des gourmands. Alors là, je les ai tous plantés la semaine dernière. Il n'y en a pas à récolter. Mais ça, celui-là, la semaine prochaine, je vais le casser et venir le mettre là. Et donc, ça fait qu'avec 3-4 plants, alors ça, vous pourriez faire les acheter dans le commerce. Là, généralement, on peut en acheter au mois de mars. Ils commencent déjà à vendre des plants. On peut en trouver dans les pépinières. Si vous avez votre petite pépinière, vous en achetez. Ils sont déjà grands comme ça. Quand vous sera le moment de les planter, en ce moment, là, après les seins de glace, à partir du 15 mai, vos plants, ils feront déjà 80 cm. Ils auront déjà presque des tomates dessus, quoi. Et avec un plant, ah bah tiens, là, on peut le voir. Ouais, tiens, je vais le faire. Et avec un plant, en fait, vu que vous allez le tailler jusqu'en mai pour le conduire et puis qui parte pas en buisson, mais qui parte plutôt comme une tige longue. Alors celui-là, c'est quoi? C'est de la Montfavet. Montfavet, elles sont là. Toc. Je tasse un peu. Et hop, et ça fait un nouveau plant de tomate. Et ça va me faire des plants de tomates que je repiquerai en juin. Donc du coup, ça m'est déjà arrivé comme ça, avec 4 plants que j'avais achetés, d'arriver à faire quasiment 50 plants de tomates. On peut même faire des boutures de feuilles, mais ça marche beaucoup moins bien en fait. Là, tu vois, si tu viens filmer, tu viens regarder, là, ça c'est une feuille en fait. Mais ça va mettre beaucoup plus de temps à faire des fruits. Ça marche, mais ça met beaucoup plus de temps à faire des fruits.
Donc ça, c'est mes cyclanthères là que j'ai fait partir un petit peu en avance pour qu'ils soient plus grands et que ça me fasse des cyclanthères plus tôt. Ça, c'est de la courge de Siam. Là, il y a des chayotes, de la chayote verte et de la chayote blanche. Voilà, des courgettes, des melons. Après, les cucurbitacées, moi, j'aime bien les faire en place, directement en place. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que les trois quarts des trucs que tu replantes comme ça, que tu repiques, à moins que tu mettes de l'anti-limace partout, et ben, ça se fait toujours défoncer par les limaces, en fait. Parce qu'en fait, le truc, ça vient d'une serre. Ça a poussé un petit peu à la Van Hagen, tu vois, un peu comme un Parisien qui est élevé au surgelé Picard et au cassoulet William Sorin, tu vois, et d'un seul coup, paf, tu le jettes dans le Serengeti, tu lui dis démerde-toi. Bon, il va croire que les hyènes c'est des chatons et il va se faire manger tout cru en fait. Ben, c'est un peu pareil, les plantes, les trois quarts des plantes, on les cultive depuis tellement d'années, elles ont l'habitude de nos petites cheats qui va bien, le petit anti-limace, le petit anti-truc. Alors que ce que j'ai marqué, c'est des courges, tu prends des poignées de graines et tu vas foutre dans le jardin, tu les enterres, comme ça pousse comme une touffe. Et en fait, il y en a tellement à bouffer que les limaces n'arrivent pas à tout bouffer. Et le temps qu'elles mangent les autres, en fait, il y en a une ou deux qui arrivent à faire leur part belle, quoi. Et du coup, vu que t'as foutu ces graines assez profond, bah du coup, quand elles sortent du sol, elles ont déjà un enracinement qui est très profond, en fait. Et en général, elles sont un petit peu plus résistantes et résistantes à la sécheresse. Et puis surtout, tu t'es pas fait chier à faire des petits trucs, des petits semis, machin, à les replanter, à être en colère contre les limaces parce qu'elles les ont bouffées. Là, chaque année, tu as tellement de graines de courge. Le tout, c'est de gérer les croisements, en fait, de pas avoir, de mettre les maxima, enfin de mettre qu'une maxima, une pepo, une moscata. Donc c'est les différentes variétés de courges entre la butternut et le potimarron, par exemple, ça peut pas se croiser. Et donc du coup, quand tu en mets que un par espèce, t'as pas de croisement entre elles et chaque année t'as des graines qui sont les mêmes parce qu'autrement t'as des hybrides entre les deux. Et après tu peux aussi accepter, tu fais des bâtardes chez Bâtard, tu vas avoir de la butter musquée, de la musquée note, tu vois, ou des hybrides de pâtissons et de courgettes. Bon, c'est pas grave, ça fera à bouffer quoi. Voilà, donc ce que j'aurais à conseiller pour commencer, c'est apprenez à faire pousser les plantes à moindre coût. Faites des tests pour pouvoir rater jovialement. Parce que c'est vrai, quand tu reviens, que t'en as pour 50 balles de plantes, tu fous tout dans le jardin et tu te fais tout bouffer par les limaces, à un moment, tu te fait what the fuck, dame nature, je t'emmerde, tu vois. Alors qu'en fait, tout est parfait. Les limaces, elles sont parfaites. Si toutes tes plantes, elles se font bouffer, c'est pas pour rien, il y a des raisons. Donc, la question, c'est comment faire en sorte que ce soit amusant de se planter et que ça te coûte pas trop cher, quoi. Moi, tu vois, mes plants de tomates, quand je les fais grimper dans les arbres, si c'est un plant de tomates, j'ai payé 4,50 € et que je m'aperçois que celui que je mets en plein soleil, il va me faire 10-12 kilos de tomates, voire plus, et que celui que j'ai mis dans l'arbre, il va me faire 2 kilos de tomates. Je dis, ah, putain, j'étais con, j'aurais pas dû le mettre. Par contre, chaque année, je me retrouve avec 50, 60 plants de tomates. Je sais plus quoi en foutre des tomates, en fait. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que je peux rater jovialement, tester de les faire pousser dans les arbres sans que ça me coûte grand chose, quoi. Voilà, par exemple, tu vois, quand tu démarres ton jardin, soit tu vas mettre des porte-greffes, donc des arbres qui vont être greffés sur des porte-greffes et tu as choisi un petit peu, soit tu peux avoir des arbres en place. Donc là, c'est le cas, c'était un prunier qui avait été mal greffé, qui a été cassé par le vent et donc que j'ai regreffé avec une variété de prunes ancienne. Et donc, du coup, quand tu vois qu'un arbre, ça vaut 15-20 balles, qu'un porte-greffe, ça vaut 1 ou 2 € et que tu n'es pas sûr que ça va reprendre, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu plantes des porte-greffes, tu apprends à greffer et après, tu mets 3, 4, 5 ans à greffer tous tes arbres au fur et à mesure. Et avec ma méthode, là, en fait, moi, je greffe des rameaux complets. Donc là, tu vois, t'as un rameau qui est complet, en fait. J'ai greffé un truc qui fait 60-70 cm. Dans tous les bouquins de greffage, on va te dire qu'il faut mettre un greffon, c'est le bois de l'année, et qu'on va mettre 2-3 bourgeons. Et là, si j'avais greffé 2-3 bourgeons, je suis sûr que je vais faire crever une bonne partie du système racinaire qui est assez grand, parce que là, le système racinaire, il va m'envoyer de la sève, c'est une lance à incendie. Et c'est comme si je voulais faire passer une lance à incendie dans une durite. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, ça fait des fuites. Les fuites, ça va s'appeler les gourmands, en fait, les rejets de... Donc là, par exemple, on en voit un, toc, je vais le couper. Et donc, ces rejets, il va falloir les tailler pendant 3-4 ans. C'est vachement chiant, quoi. Alors qu'en greffant des rameaux complets très bas, donc là, j'ai pas pu le faire parce que l'arbre, sinon j'aurais vraiment décoché le tronc, j'ai regreffé que sur des rejets. Mais là, on va venir voir
un arbre que j'ai greffé en arrivant, enfin l'année d'après que je suis arrivé. Donc cet arbre-là, il a 4 ans. Donc il fait à peu près 3,50 mètres de haut. Et la première année que je l'ai greffé, viens voir, on voit le point de greffe ici, là. Enfin d'ailleurs, non, on ne voit quasiment plus le point de greffe. On va en profiter pour virer les chardons qui poussent. Donc là, je l'ai greffé ici super bas. Il n'y a eu aucun rejet. Il n'y a pas eu de rejet en dessous. Et c'était un rameau qui avait déjà des petits, ce qu'on appelle des dards en fait. Donc c'était un rameau qui avait du bois de 2 ans. On va le voir ici. Si on prend cette branche-là, en fait, là on a le bois de l'année. Ça, c'est le bois de l'année d'avant. Donc là, on a du bois d'1 an et là, le bois de 2 ans. Et donc, j'ai greffé le rameau avec du bois de 2 ans et qui avait déjà des petits dards là qui poussaient. Donc, ça m'a fait ces branches. Ça a poussé le bourgeon apical là. Il a poussé jusqu'à 2 mètres, plus de 2,50 m la première année. Et ensuite, chaque branche, chaque rameau a poussé d'1,20 m. Donc, en gros, ça me faisait quasiment 12 mètres de pouce. Et vu que j'avais déjà greffé du bois de 2 ans, l'année quand ça a poussé, ça me faisait du bois de 3 ans. Et vu que ça met 3 ans à fructifier, dès la première année, j'avais des fleurs qu'on poussait. Bon, elles ont avorté, ça n'a pas donné de fruits, mais l'année d'après, j'avais mes premiers fruits. Donc du coup, finalement, l'arbre, si j'avais planté un arbre que j'avais acheté il y a 4 ans, il serait certainement plus petit en fait. Peux-tu nous parler des livres que tu as écrits? Alors, donc j'ai écrit ça, en fait, c'est une espèce d'encyclopédie de la permaculture en climat tempéré. Au départ, mon premier bouquin que j'avais fait, c'était le cours pour terre et humanisme, et que c'était devenu un peu le cours de permaculture pour les cours de les CCP, là, les cours de conception en permaculture. Je faisais partie de l'Université populaire de permaculture, et c'était un petit peu mon mémoire de recherche, quoi, et où je parlais un petit peu de toutes les pans de la permaculture. Ensuite, le deuxième que j'ai écrit, c'est celui-là, celui sur la où enfin d'ailleurs, je vais l'éclater en deux parties. Celui-là, c'est comment multiplier, tailler, entretenir le jardin et trouver les ressources variétales. Donc dedans, tu as des tableaux avec tous les pommes, les prunes, les pêches, les poires, les figues, les kakis, les nachis, toutes les variétés et les pépinières où tu peux les trouver. Donc c'est hyper pratico-pratique. Ça te dit quelle période de récolte du fruit, quel pollinisateur tu dois mettre avec. Donc autant dans celui-là, je parle d'association, je parle d'un peu toutes les espèces de fruits. Autant dans celui-là, je parle pas du tout d'association, mais par contre, je vais dire telle variété, elle a besoin de tel pollinisateur, elle va produire tant de kilos. Voilà, celui-là, il est très technique sur la multiplication. Celui-là, c'est comment réussir ces semis d'arbres, de fruits, de légumes. Et donc dedans, c'est pareil, il y a des tableaux où pour chaque type de fruit, en fait, tu vas avoir la levée de dormante, à combien de température ça a besoin pour germer. Tu vois, par exemple, les haricots orteils de prêcheur, là, c'est les haricots vivaces. Eh ben, il y avait des années où en fait, je faisais plein de semis, tout pourrissait. Et j'avais pas compris qu'en fait, qu'il fallait que la nuit, il fasse au moins 17-18 degrés. Si on descend, que quand il fait beau le jour, il fait 20-24, mais que la nuit, ça descend en dessous de 10, lui, il germe pas et du coup, ils se pourrissaient tous. Puis du coup, je refaisais un semis 3 semaines après et là, tout prenait. Je disais, mais c'est quoi le truc, tu vois? Donc, j'ai bien galéré. En fait, celui-là, ça m'a mis au moins 10 ans à le faire, à aller vérifier toutes ces informations une par une pour savoir comment réussir ces semis. Celui-là, je l'ai écrit, en fait, c'était le support de cours pour mes cours de conception, les CCP que je donne, où, en fait, à force d'utiliser les outils pour mettre tes plans à l'échelle, pour savoir les coefficients d'ombre, tu vois, comment savoir l'ombre, les ombres portées, les distances. Celui-là, c'est le dernier que j'ai écrit sur le sujet du jardin-forêt. Enfin non, le dernier truc que j'ai écrit, c'est le calendrier perpétuel. Et celui-là, c'était une commande de Larousse. C'est Larousse qui m'avait demandé de faire un bouquin sur le jardin-forêt. D'ailleurs, je regrette, ça aurait dû s'appeler jardin-forêt productif, mais ils voulaient pas, pour des raisons commerciales, ils ont mis comestible. Et donc celui-là, il y a beaucoup de retours. Enfin, vous trouverez plein de photos, plein d'images du jardin qu'on vient de visiter là. Et voilà. Et donc là, le dernier bijou que j'ai fait, c'est le truc qui m'a demandé le plus de temps. Enfin, c'est le truc qui m'a demandé quasiment 20 ans d'expérience et 3 ans de boulot pour le mettre au point. C'est le calendrier perpétuel du jardin-forêt. Donc, tu as les 6 mois de l'année sur chaque face. Tu as les 4 saisons. Et tu as tout ce que tu dois faire, semer, repiquer, planter, bouturer, greffer, récolter les semences, récolter les fruits, les champignons, les légumes, et puis entretenir, tailler, palisser.
Et donc, ça, c'est le truc à mettre dans tes chiottes. J'en ai fait 2 versions, une version papier pour les chiottes. Comme ça, à chaque fois que tu vas au WC, tu peux regarder ce que tu dois faire ce mois-ci. Et une version indéchirable pour la pépinière. Donc, c'est résistant aux UV, résistant à l'eau. Et donc, ça, tu le mets dans la pépinière, tu le mets dans le cabanon de jardin. Et comme ça permet qu'il tienne plus longtemps. Voilà, et autrement, j'avais écrit dans la permaculture humaine, c'était synergie dans les rapports humains. Donc celui-là, j'ai commencé à l'écrire en vers 2010, je crois, 2010, 2012. Et donc j'ai pas arrêté de le remettre à jour au fur et à mesure que je découvrais des nouvelles méthodes de guérison de blessures intérieures, d'organisation collective. Donc c'est un peu un recueil de boulot, enfin de découvertes. Et le dernier bébé, ça c'est ce que j'ai sorti à Noël dernier, enfin en décembre dernier. C'est un jeu sur la guérison des blessures intérieures. Et donc j'ai mélangé à la fois les travaux de Lise Bourbeau avec les blessures intérieures. Donc là, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Et par contre, j'ai rajouté plein de blessures que moi j'ai vues pour moi en fait. Donc par exemple, la blessure d'incompréhension. Il y a plein de blessures dans ton être en fait qui sont liées à toute la façon dont tu as été incompris quand tu étais petit. Tu sais, souvent les petits, quand il fait un caprice, il fait pas un caprice. Il est juste en train d'exprimer nerveusement tout son mal-être et son impuissance intérieure. Et s'il y a un parent qui est à l'écoute et qui dit « Qu'est-ce qui se passe en toi? Pourquoi tu cries ?» Il va te dire « Je sais pas. » Il a pas les mots, en fait. Et quand les parents eux-mêmes n'ont pas les mots, ils n'ont pas de vocabulaire émotionnel, et qui disent « T'arrêtes tes caprices !» Du coup, tout ça, ça te crée des blessures intérieures. Tu vas avoir des blessures qui sont liées à l'emprisonnement. Donc, tous les gens qui sont agoraphobes, qui sont claustrophobes, ou les gens qui vont se mettre dans des religions, tu vois, qui aiment bien les trucs, mais alors bien enfermés, tu vois, tu peux être enfermé physiquement ou psychiquement. Tu vas avoir les blessures comme le viol, tu vois, le viol, c'est pas, ok, il y a de l'injustice, ok, il y a de la trahison, ok, il y a de l'abandon, mais c'est une blessure à part le viol. Une femme qui a été violée, elle va avoir développer des stratégies de survie complètement différentes. Blessure de croissance. Moi, je suis dyslexique. Et donc, il y avait une part de moi qui, à force de courir derrière le train et puis jamais y arriver, qui a dit « Bye bye, cassez-vous sans moi, là. Allez, c'est bon, circulez. » Cette part, je l'ai appelée la démissionnaire, qui dit « Non, Franck, n'essaye même pas, c'est trop compliqué. Tu vas encore constater que tu es une merde. Donc, n'essaye pas. » Et puis, ça a créé une autre part, la perfectionniste, qui fait tout, qui pinaille jusqu'au dernier millimètre et que tout doit être parfait. Tant pis si ça me nique mon agenda et que je me retrouve surmené, quoi. Et donc, en gros, le jeu guérir, c'est l'essence, c'est surtout la thérapie IFS, le fait qu'on est habité par de multiples parts. Ce qu'on appelle moi, Franck Nattier, en fait, déjà, il y a une partie émotionnelle, une partie mentale, une partie physique. Et tout ça, ça a des raisons d'être un peu différents. Et à l'intérieur de moi, en fait, il y a plein de parts qui prennent le contrôle de ce qu'on pourrait appeler ma conscience. Ma conscience, c'est un peu comme un siège et ça arrête pas de faire des « vas-y, pousse-toi, que je m'y mette ». Et donc, par exemple, je peux me retrouver avec une part de moi qui a envie de manger du chocolat, une part de moi qui sait très bien que j'ai des problèmes dedans, une part de moi qui veut rentrer dans mon maillot de bain, qui dit « non, tu vas grossir », quoi. Et puis une part qui juge, qui fait « t'as encore mangé du chocolat ». Et du coup, et une part blessée qui va dire « t'es vraiment une merde, remange un bout de chocolat ». Et ça, on appelle ça un conflit intérieur, quoi. Et toutes ces parts, on va appeler ça moi. C'est faux. Enfin, ou alors l'ego. Mon problème, c'est l'ego. Alors qu'en fait, ego, ça veut dire moi en grec. Alors qu'en fait, il n'y a qu'un nous. Et quand tu commences à mettre de l'écoute et de l'attention, et que tu s'aperçois que ce nous, il est lié aux 12 blessures, que ça crée des parts blessées en toi, et que ça fait des parts contrôlantes, la contrôlante, c'est la juge qui dit « Franck, t'es une merde » et tu viens. Des parts fuyantes qui disent « Allez, fume un petit pétard, bois de l'alcool, mange du chocolat ». Et puis des parts soumises qui sont résignées et qui se mettent… Et donc tout ça, on appelle ça notre conflit intérieur. Et c'est très souvent qu'on lutte, en fait. On va lutter à essayer d'arrêter de fumer. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que nos parts blessées, elles veulent que notre bien, en fait. La part de toi qui te fait boire de l'alcool et qui te fait déraper, elle veut éteindre un feu émotionnel qui souvent date de la petite enfance, en fait. Et donc, tout est parfait, quoi. Et donc, c'est comme si on avait une famille intérieure et le jeu guérir, ça va être d'aller rencontrer cette famille intérieure, de mettre de la bienveillance dans toutes nos parts pour aller pouvoir accéder aux parts blessées
et les guérir, les décharger de leur souffrance en fait. Et c'est assez marrant parce que, enfin assez marrant, c'est assez étonnant parce que quand on arrive à décharger une part qui était chargée émotionnellement, donc on va la décharger de sa souffrance, souvent on va se mettre à pleurer ou on va se mettre à crier, on va laisser sortir une colère qui n'était pas accueillie, qui n'était pas acceptée, on va la laisser sortir, on va sortir la petite part de scène du passé, donc des petits bouts de chou, en fait souvent ils sont encore bloqués à l'époque et donc ils vont revenir à notre époque et ils vont changer de croyance. Donc par exemple, moi ma part, la nulle, dyslexique, qui est nulle à cause de la blessure de croissance, quand je l'ai guérie, elle avait encore la croyance, ouais mais je suis nul quoi. Et quand je lui ai dit mais regarde tout ce que tu as fait. Regarde, il y a des gens qui viennent de toute la France pour et puis qui te remercient d'être qui t'es. Donc non, t'es pas nul. Ce que tu fais, c'est génial. Et donc maintenant, où est-ce que tu voudrais être? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse de ma vie? Et puis là, elle m'a dit, oh, j'aimerais bien aller dans les îles. Et là, tu vois, il y a la part taxe carbone qui fait, non mais attends, c'est pas raisonnable. Ou à moins d'y aller en bateau, tu vois, ou à la rame. Et et donc je m'aperçois que cette part, la nulle, maintenant, elle me ramène de l'infantilité dans ma vie, enfin tu vois, pas une forme de naïveté mais une forme de joie de on va faire une connerie là et c'est pas grave si je prends l'avion et puis que ça vient ajouter à la taxe carbone. Bon tout le monde dans le fond tout le monde l'aura fait, c'est pas parce que moi j'aurais fait un voyage en avion dans ma vie que ça va faire quelque chose de grave quoi. Je pense avec ce que je fais pour l'humanité, j'ai le droit de participer, de faire une petite merde aussi. Et donc, en tout cas, ce que je me suis aperçu au long du temps, que ce soit en accompagnant les gens ou quand je me forme, quand je continue de me former à l'IFS, en fait, je fais des formations presque tous les ans, je m'aperçois que tous les gens, en fait, sont tous habités de toutes ces parts et que quand on les décharge, elles changent de job. Donc ça correspond aux parts blanches. C'est toutes les parts quand elles sont libres, quand elles sont déchargées de leur souffrance. Donc, par exemple, tu vois, tu as la clairvoyance, l'amoureuse libre, la responsable, celle qui maîtrise, la santé, la combattante courageuse qui se laisse pas faire, l'intègre, l'honnête, la libre d'esprit, la part rédemptrice qui sait pardonner et se pardonner et pardonner aux autres, la libido équilibrée, tu vois. Autrement, ça peut vite soit, tu vois, dans les parts blessées, tu vas avoir la nymphomane. Et puis, tu vas avoir, pour nous les mecs, ça va être la bande mou ou la frigide pour la nana, quoi. Et très souvent, on va être dans des extrêmes, tu vois, où le sexe est un déséquilibre. Alors qu'en fait, le sexe, c'est juste merveilleux. Toutes les plantes, c'est comme ça que se reproduisent les animaux sur Terre. C'est merveilleux. Mais quand il y a de l'équilibre, en fait, et les trois quarts du temps, on n'ose pas aller voir nos parts blessées pour justement retrouver l'équilibre. Donc ça, les parts libres, c'est toutes les parts une fois qu'on s'est rééquilibré. Voilà pour le jeu guerrier. Puis j'ai fait un poster que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc vous pouvez l'acheter, je sais plus, il vaut 8-10 euros, je crois, en version papier. Et autrement, vous pouvez le télécharger gratuitement si vous voulez l'imprimer et que ça vous coûte rien. Et il y a des 10 étapes en fait pour partir en fait d'un choc émotionnel, d'une blessure, en fait, d'un truc qu'on vient de vivre, pour aller voir notre mode réactionnel, nos parts protectrices. D'essayer de comprendre la stratégie, notre conflit intérieur, d'aller voir les parts blessées qu'il y a derrière, les parts blessées qu'elles protègent, et petit à petit, en fait, arriver à reprogrammer, arriver à décharger les parts de leur comportement émotif, en fait. Et derrière, c'est le printemps, en fait. Tu vois, c'est tous les ans, on vit des hivers, toutes les plantes. Ah oui, tiens, ça c'est important aussi de le dire. Les 12 blessures intérieures, c'est pas des accidents de la vie, c'est des ingrédients de la vie. Une plante, tous les ans, elle va perdre ses feuilles. Elle va se faire bouffer des racines par des nématodes ou des campagnols. Elle va se faire bouffer des feuilles par des chenilles. Elle va se prendre des coups de vent. Elle va se prendre des sécheresses. Elle va se prendre des gelées. Et donc, tout ça, c'est des ingrédients, en fait. Ça fait partie et comme on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et moi, je pourrais dire que grâce à ma dyslexie, au fait que j'avais un frère qui était hyper maltraitant, j'étais son souffre-douleur, que l'école était quand même assez malveillante avec les élèves, tous ces tourments, toutes ces difficultés, ça m'a amené à voir des psychothérapeutes, ça m'a amené à faire ce jeu, ça m'a amené à avoir la vie que j'ai et à pouvoir aider plein de gens. Donc en fait, je dirais que tous ces accidents là, si on prend ça comme des déchets, c'est juste qu'il faut pas les fourrer sous le tapis, sinon ça fait du méthane. Si tu les compostes, ça fait du compost, ça fait des potirons et des fleurs.
Et donc, on pourrait dire, plus gros est le tas de merde, plus gros seront les potimarrons. Enfin, souvent, il y en a, ils disent, plus gros sont les souffrances, plus gros, il y a un cadeau derrière. Sur le moment, quand ta femme se barre avec un autre ou que tu as toute ta vie qui s'effondre, t'as pas tendance à dire, ah, merci Dieu, merci la synchronicité, tu vois. T'as plutôt tendance à dire, mais quelle vie de merde, quoi. Et c'est quand tu sais composter ça, que tu te rends compte que ce conflit, cette difficulté, ce que tu vis, c'est juste l'expression du déséquilibre d'avoir fourré des trucs sous le tapis et qu'à un moment, le méthane sort, quoi. Quand d'un seul coup, le méthane, ça pète, ça te force à soulever le tapis, à composter tout ça, c'est 2 ans, 3 ans, 10 ans après que tu te dis, mais merde, mais jamais j'aurais fait, jamais je serais là, jamais je vivrais ce que je suis en train de vivre et j'aurais tous ces bénéfices si j'avais pas eu ces trucs, jamais j'aurais tous ces potimarrons si j'avais pas eu du compost, quoi. Et du coup, mieux vaut des fruits que du méthane, en fait. Donc, le jeu guérir ou la méthode CAPT, c'est vraiment là pour sortir les trucs du tapis et d'arriver à changer nos vies, quoi, pour faire fructifier et puis pour arriver à vivre la vie telle qu'elle est, quoi, d'arrêter de se faner à chaque fois que c'est l'hiver et de se dire, ça n'a plus aucun sens de dire, non, non, c'est juste là, ça n'a pas aucun sens d'essayer de faire pousser des feuilles, c'est l'hiver, là. T'arrêtes tes projets, tu gèles tout, tu vas dans tes racines et quand c'est le printemps, de pas te dire ça devrait durer toute la vie. Non, le printemps, ça dure le printemps. C'est le temps, c'est une saison en fait. Et d'arriver à vivre avec cette saisonnalité de nos émotions, de nos, tu sais, il y a plein de couples qui sont ensemble et en fait, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils auraient dû se séparer, mais qui ne voulant pas clarifier et étant dans les peurs, ils restent et ils se font souffrir. Et derrière, des fois, c'est un cancer, c'est un accident, c'est un burn-out qui vient exprimer le déséquilibre. Et alors qu'en fait, si tu avais cherché la croissance et que tu n'avais pas eu peur ni des conflits, ni de la remise en question, ni de l'évolution, ben en fait, au lieu d'évoluer en résistant comme ça et en faisant scratch, ça ferait beaucoup plus naturellement, en fait. Je trouve que avant d'agir sur l'écosystème, on devrait commencer par agir sur soi-même, sur l'humain, avant toute chose. Qu'en penses-tu à ce niveau-là? Alors, je pense que tu as complètement raison, mais que c'est pas du tout l'ordre des choses. Moi, l'ordre des choses, ça a été, je fais un jardin-forêt dans le sud de la France, je me précipite, je veux sauver le monde, je bois de l'alcool, tu sais, prendre soin de la terre, c'était surtout la terre dont je voulais prendre soin. Moi, je prenais pas trop soin ni des autres humains, j'étais en colère contre toute l'humanité, ni de moi, et ni de mon couple, d'ailleurs. Et quand ma nana s'est barrée avec un autre mec, parce que c'est vrai que j'avais un comportement qui était exécrable, et puis que voilà, le destin faisait qu'on devait se séparer, en fait, on n'était plus assortis. Quand elle s'est barrée, je me suis retrouvé avec mon jardin-forêt, avec tous les arbres que j'avais plantés, et je me suis rendu compte, mais il fait hyper froid dans le jardin d'Éden, en fait. Il y a un truc qui cloche, quoi. Et que la seule chose que j'avais vraiment intégrée en moi, avec lequel j'allais repartir, parce que je suis pas reparti avec le terrain, je suis pas reparti avec les arbres, je suis pas reparti avec tous les semis, je suis reparti juste avec une petite expérience d'avoir planté des arbres et de connaître quelques trucs. Mais par contre, ce avec quoi je suis reparti du sud de la France, c'est le stage que j'avais commencé à faire sur la communication non violente et la guérison des blessures intérieures avec Jean. Et ça m'a aidé à traverser toute l'épreuve. Mais sur le moment, fallait pas me parler de ça, fallait pas me parler de permaculture humaine. À l'époque, ça me parlait pas. J'étais trop en colère. Donc c'est comme si moi, il avait fallu que je passe par le jardin-forêt à essayer de sauver la terre en premier, avant de réaliser, ah ben non, c'est moi qu'il faut que je sauve. Mais dans la temporalité, tu m'aurais dit au départ, non, Franck, travaille sur toi en premier. Je t'aurais dit, fuck, tu vois, c'est bon, non, faut planter des arbres, tu vois. Donc, il y en a c'est assez marrant parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi pour la permaculture humaine parce qu'ils ont découvert le jeu guérir ou des conférences que j'ai fait et ils vont venir vraiment pour guérir leurs blessures intérieures ou pour apprendre à communiquer avec authenticité et ils vont découvrir le jardin forêt. Ils vont faire, ah, mais c'est génial, je vais faire ça dans mon jardin. Puis il y a plein de gens qui viennent, qui veulent apprendre à faire leur jardin et qui font, ah, mais c'est génial. Ouais, je pense que je vais commencer à faire un bout de cheminement à l'intérieur de moi, quoi. Donc, en fait, les deux, faut juste laisser les choses dans l'ordre naturel que tu les fais. Mais dans l'absolu, pour moi, on a beaucoup plus. Tu vois, si on prend les principes d'Holmgren, enfin, c'est pas les principes, c'est l'éthique, hein, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, créer l'abondance et partager. Moi, je mettrais en premier prendre soin de l'humain. Parce que, en fait, si tu prends soin de toi, tu vois, t'as un cancer, tu vas être obligé de manger bio, de faire du sport, d'arrêter de regarder Netflix jusqu'à pas d'heure.
Et donc, tu vas prendre soin de la planète, en fait. Indirectement, si on prend vraiment soin de nous et des autres, ça prend obligatoirement soin de la planète, quoi. Et surtout, c'est nous le pilier sur lequel on va avancer. Donc, prendre soin de la Terre en premier et prendre soin de soi et des autres en second, il y a un truc qui, moi, ça me crée une colère intérieure, en fait, de vouloir prendre soin de la Terre. Déjà, la Terre, la planète, elle n'a pas besoin de moi, hein. Les dauphins, ils savent nager sans moi. Ils n'ont pas besoin que les dauphins, ils n'ont pas besoin que j'aide les dauphins, en fait. Ils ont besoin que je mette moi et puis que je les laisse vivre leur vie, tu vois. Et, euh, et donc, moi, pour moi, dans la logique, l'ordre des choses, ouais, c'est la permaculture humaine en premier, en fait. Mais c'est pas forcément l'ordre logique que fait Dame Nature, parce que je vois bien que ça n'a pas été mon cheminement. Et chaque parcours est différent. C'est ça, chaque parcours est différent. Et moi, tu vois, dans la fleur de permaculture telle que j'enseigne le design, dans la fleur de permaculture, tu vas avoir une pétale qui est sur la santé, la production alimentaire, l'économie, l'éco-construction, enfin l'habitat et en fait, je propose à chaque fois aux gens, c'est quoi votre porte d'entrée là? Vous êtes plutôt branché éco-construction ou jardinage ou économie verte ou avec quoi vous allez essayer de faire de l'argent? Avec quoi vous allez boucler votre équation économique? Peut-être qu'il y en a, vous voulez faire un jardin, mais dans le fond, vous, ce que vous êtes, c'est thérapeute en fait. Vous êtes thérapeute et vous voulez un jardin-forêt. Et si vous voulez bien vivre votre vie de thérapeute et que ce soit lucratif et que ça permette de financer tous les autres pôles, bah, ce qu'il faut, c'est miser le paquet là sur ce que vous allez faire, c'est être un bon thérapeute, avoir votre cabinet, avoir un business plan et vous vous mettez 20 ans à avoir une maison écologique et un beau jardin. Mais quand vous voulez la maison écologique, le beau jardin, le machin, et que du coup tu chies le seul truc économique qui est censé financer tous les autres dans la temporalité, bah tu marches à côté de tes pompes, quoi. Et j'en ai vu plein des gens comme ça qui voulaient faire trop de choses en même temps, qui abordaient la permaculture sous tous les angles, sans avoir une logique de design, en partant des besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui me donne le smile? Qu'est-ce que je suis venu foutre sur Terre, en fait, hein? Et parce que, tu vois, si t'es un grand chêne, t'es un grand chêne. Si t'es un ail des ours, t'es un ail des ours. Si t'es une carotte, t'es une carotte. Et si tu te poses la question, putain, où est-ce que je serais bien? Ça va pas donner la même chose, tu vois. Qu'est-ce qui me donnerait le smile? Qu'est-ce qui me donnerait les belles feuilles vertes et qui me ferait faire des belles fleurs? Ça va pas du tout donner la même chose d'une plante à l'autre, quoi. Et souvent, ben, on se cherche, on se force, et alors que t'es un ail des ours, t'essayes d'être un maïs doux, tu vois, parce que on te dit que c'est mieux le maïs et c'est mieux si t'es doux. Alors que toi, t'es petit, t'as le goût d'ail, et quand on va te manger, l'autre, il va puer de la gueule, ça fait partie du forfait, et tu seras un bon ail des ours, tu vois. Ce qu'il faut, c'est que tu rencontres les gens qui aiment l'ail des ours, et qui vont pas te dire, oh, mais t'es un maïs dégueulasse. Non, non, je suis ni un maïs, et je suis très bon. C'est juste toi que ça goûte pas pour toi. Dégage, circule. Il y a assez de plantes sur la terre pour que tu m'insultes pas, tu vois. Donc, t'aimes pas ce que je fais, circule, tu vois. On est tous uniques. Si on prend la permaculture, tu vois, dans la permaculture humaine, j'avais remarqué qu'il y en avait trois courants dans la permaculture. Tu avais les punkies anarchos, les hippies bobos New Age d'Anstrad, guérison, je te mets les mains et ça guérit. Et on vit en yourte avec des ânes. Et puis les bobos bourgeois bohèmes qui veulent une télé en bois avec que des émissions sur le jardinage, tu vois, et qui veulent faire une économie verte, un business plan sur les légumes avec une rentabilité maximale. Donc d'un côté, ça va te faire des centres de recherche comme la ferme du Bec et Loin, où on va essayer de faire de l'argent et qu'on va essayer de faire les choses hyper sérieusement. Donc c'est super. De l'autre côté, ça va te faire des camps, des trucs sur la régénération, des camps sur la santé, tu vois, de reprendre soin de soi, ralentir. Et puis de l'autre côté, ça va te faire Notre-Dame-des-Landes, les ZAD et donc les trois sont parfaits en fait. C'est juste que quand tu les mets ensemble, ça fait pas forcément un bon cocktail, quoi. Là, ça va pas bien s'entendre. Si Charles et Perrine du Bec et Loin, tu les forces à vivre dans la ZAD avec les mecs qui jouent du djembé jusqu'à 4 heures du mat et qui te foutent des tessons de bouteilles partout avec leur bière, ils vont se dire, non, si c'est ça la permaculture, je me casse, tu vois. Et si tu mets les punks anarchos décroissants qui veulent vivre sans argent à la ferme du Bec et Loin en leur disant, bah là, maintenant, il va falloir que tu craches du dollar sur 1 mètre carré, ils vont dire, mais c'est du capitalisme, ça, c'est pas, tu vois. Donc, les deux ont rien à foutre ensemble et c'est parfait. Comme dans une haie, tu vas avoir un pinson et un chardonneret ou un troglodyte mignon. Ils ont un chant différent, ils ont un nid différent, chacun à sa place. Et tout ça, ça fait un brouhaha qu'on appelle le chant des oiseaux. Mais on leur demande pas de chanter un chant commun, tu vois. Est-ce qu'ils ont chacun une spécificité? C'est parfait qu'une mésange, elle ait pas le même chant qu'un pinson ou qu'un chardonneret. Tout est parfait, en fait. Mais c'est juste que on veut, je pense à la sauce judéo-chrétienne, c'est souvent t'es dans la joue droite quand on te frappe la joue gauche, tu devrais être
autre chose que ce que tu es, en fait. Alors que je m'aperçois que nos spécificités, quand on guérit nos blessures intérieures, ça fait qu'on devient un être unique et que on n'est forcément pas normal. Si tu es quelqu'un de normal, c'est que tu as un problème, en fait. Tu as été normalisé comme un maïs en rang, tu vois. Donc, si tu vas vraiment vers ta raison d'être, vers ce qui te donnerait le smile, ce qui te rendrait plus vivant, normalement, tu deviens un être qui est unique, qui a une couleur et qui fait qu'on peut même pas te comparer à un autre, quoi. Eh bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup à Franck pour tous les échanges, c'était super enrichissant. Ben, merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci d'aller visiter un peu tous les jardins, de faire. Non, moi, j'ai commencé à te faire ça il y a presque 15 ans, tu vois, d'aller visiter chez Philippe Forêt, d'aller. Et moi, non, j'ai plus trop le temps de le faire. Et voilà, il y a toi qui le fais, c'est cool. Ben merci, c'est vrai que c'est un plaisir. J'adore en fait rencontrer, échanger, partager. Et du coup, j'apprends aussi énormément comme ça, quoi. Donc tout le monde est content. Mais donc oui, on mettra tous les liens en bas de la vidéo, donc vers la chaîne YouTube, le site internet, si vous voulez aussi acheter les livres de Franck. Donc je vous recommande vraiment même de venir ici en formation aussi si vous le souhaitez. Là, je vais repartir avec quelque chose aujourd'hui, c'est sûr. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire, à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes!